Novembre 2024, la consécration. Ecobank, la banque panafricaine, entre officiellement à la Bourse de Londres. Une renaissance internationale pour une institution née en Afrique, portée par une ambition sans limite. Mais, ce succès était-il écrit d'avance? Pas du tout. Il y a 40 ans, l'idée même de créer une banque africaine indépendante était jugée irréaliste. Les obstacles innombrables, les adversaires puissants. Et pourtant, un homme a osé défier l'ordre établi. Son nom, Gervais Kofi Djondo, accompagné du chef Adeyemi Larson. Voici l'histoire d'un combattant acharné, d'un rêve impossible devenu réalité. Dans cette vidéo, nous allons voir qui est vraiment Gervais Kofi Djondo, comment a-t-il réussi à créer Ecobank malgré les obstacles, quels ont été ses plus grands défis face aux banques étrangères et aux élites locales, et surtout, comment a-t-il risqué la prison pour défendre sa vision. Restez bien jusqu'à la fin, car son histoire est une leçon de persévérance que peu de gens connaissent. Installez-vous bien, l'âge d'or africain, c'est maintenant. Orphelin de mère à seulement 2 ans, Gervais Kofi Djondo grandit sous l'aile unique de son père, Pierre Djondo Afas Tchao, un commerçant prospère mais rigoureux. Plus qu'un père, il fut une figure omniprésente endossant le double rôle de guide et de mentor, façonnant son fils à travers une éducation empreinte de discipline et de rigueur prussienne. Dans l'univers des comptoirs et des boutiques, Djondo découvre dès l'enfance les rouages du commerce. Il observe, apprend et se forge un caractère. Chaque produit vendu, chaque billet encaissé, chaque client satisfait devient une leçon qui façonne son futur d'entrepreneur. Mais cette immersion précoce dans la négoce lui vaut aussi des moqueries et jugements. Être fils de commerçant à l'époque n'était pas une fierté. Pourtant, plutôt d'en rougir, Djondo en fait une force. Son père, d'une rigueur intransigeante, lui inculque des valeurs qui deviendront les piliers de son succès. Ponctualité, respect de la parole donnée et excellence dans le travail. Cette exigence se traduit par des méthodes éducatives sévères. Debout à côté de son père pendant les repas, châtiment impitoyable en cas d'écart, mais c'est aussi grâce à cette discipline de fer qu'il développe une endurance mentale et une résilience hors du commun. L'éducation, pour son père, est un héritage plus précieux que toute fortune matérielle. Il veille à ce que son fils reçoive une instruction solide, le menant jusqu'au banc de l'école, puis du secondaire et enfin bien plus tard en France, où Djondo poursuit ses études en comptabilité. C'est durant ce parcours que son père s'éteint, mais non sans avoir tracé pour lui une voie claire, celle de l'excellence, de la droiture et de l'ambition. Cet héritage invisible, ancré dans l'ADN de Gervais Kofi Djondo, sera le socle de son ascension vers les plus grands succès entrepreneuriaux d'Afrique. À peine diplômé, Gervais Kofi Djondo entre immédiatement dans la vie active avec un poste d'expert comptable à la Régie générale des chemins de fer et des travaux publics du Niger. Il gravit rapidement les échelons et devient directeur administratif et financier de la société française Sotran. Son statut d'expatrié lui ouvre les portes des quartiers réservés aux colons, mais il ne tarde pas à découvrir l'injustice qui gangrène le monde du travail. Les ouvriers nigériens vivent dans des conditions précaires, exploités par un système inégalitaire. Plutôt que de fermer les yeux, Djondo choisit de s'engager. Il adhère au syndicat, devenant un allié des travailleurs opprimés. Son combat coïncide avec une avancée majeure. En 1956, la période des conventions collectives d'Afrique de l'Ouest est signée. À travers son activisme, il se lie d'amitié avec Djibo Bakary, une figure syndicaliste proche du leader guinéen Sékou Touré. L'année 1958 marque un tournant. Alors que l'Afrique francophone est appelée à se prononcer sur son avenir à travers le référendum sur la communauté française, Djibo Bakary milite pour le non, une position qui provoque la colère des autorités coloniales. En pleine crise politique, le gouvernement nigérien est séquestré sur ordre du gouvernement français. Djondo, présent dans la salle du Conseil des ministres, subit lui aussi cette détention de 48 heures. Lorsqu'il en ressort, sa carrière prend un coup brutal. La Sotra le licencie.
Plutôt que de céder à l'amertume, il saisit une opportunité inattendue. L'administrateur de Niamey, un socialiste français du nom de Jourde, lui propose de poursuivre ses études à l'École nationale de France d'Outre-mer à Paris. Entre-temps, le Togo accède à l'indépendance sous la présidence de Sylvanus Olympio, qui doit affronter une opposition menée par son beau-frère Nicolas Grunitzky, qui compte dans les rangs de son parti l'oncle de John Doe. Le jeune homme se retrouve malgré lui au cœur d'un conflit politique. Olympio exige son expulsion de l'école, embarrassant les autorités françaises. Mais une main inattendue se tend vers lui, celle du général de Gaulle en personne. Reçu par le président français, John Doe est rassuré et obtient une bourse pour poursuivre des études à l'Institut des sciences sociales du travail. Il y passe 1 an avant qu'un coup d'État ne renverse et ne cause la mort d'Olympio en 1963. Grunitzky prend le pouvoir et permet son retour à l'École nationale de France d'Outre-mer. Malgré les pressions du gouvernement togolais pour qu'il rentre au pays, l'établissement défend son droit à terminer son cursus scolaire. Diplôme en main, John Doe réintègre la vie professionnelle et rejoint la compagnie aérienne UTA. Mais le destin le rappelle au Togo. Lors d'un séjour à Paris, le président Grunitzky décide de le rapatrier et lui confie un poste stratégique. En 1964, il est nommé directeur général de la Caisse d'allocation familiale. En tant que directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale au Togo, John Doe a entrepris de transformer radicalement l'institution. Il a instauré un système de pointage pour tous les employés, y compris lui-même, afin d'établir la discipline et la rigueur. Cette décision audacieuse a provoqué des remous, surtout pour des employés influents, comme la femme du vice-président et les épouses des ministres. Malgré les résistances, John Doe reste ferme. Il savait que pour atteindre ses objectifs, il devait imposer des règles strictes et ne pas céder aux caprices de ceux qui n'avaient pas de vision. Sa détermination a fini par convaincre tout le monde de se conformer aux nouvelles règles, même les plus réticents. John Doe ne s'est pas arrêté là. Il a également introduit des réformes majeures comme la création de pensions pour les accidents du travail et la protection obligatoire contre les accidents pour toutes les entreprises. En 1968, il a rebaptisé la structure en Caisse nationale de sécurité sociale et a développé un ensemble immobilier de près de 1000 hectares très prisé par les Togolais de la diaspora. Grâce à sa vision et à sa détermination, John Doe a réussi à transformer la Caisse nationale en une institution moderne et efficace, prouvant que la rigueur et l'innovation peuvent surmonter les obstacles les plus tenaces. Une nouvelle page de son parcours s'ouvre, le rapprochant inexorablement de son futur rôle de bâtisseur d'institutions africaines. Tout commence dans les années 70 alors qu'il préside la Chambre de commerce du Togo. Une anomalie frappe. Pourquoi les chambres de commerce des pays francophones se réunissent-elles à Paris pour discuter des problèmes africains? Pourquoi les anglophones, eux, se concertent sans ingérence extérieure? Cette aberration doit cesser. Il prend contact avec leurs dirigeants et lance une fédération pour réunir tout le monde sous une même bannière. Mais John Doe voit plus grand, beaucoup plus grand. Une idée commence à germer. Et si l'Afrique avait sa propre institution financière, une banque capable d'unir les économies du continent au-delà des frontières tracées par la colonisation? Il partage sa vision avec le chief Adeyemi Lawson, président de la Chambre de commerce du Nigeria. Ensemble, ils décident de faire naître un géant. Mais l'aventure ne sera pas sans embûches. Au début, la route semblait impraticable. Ils avaient frappé aux portes des grands géants de la finance. BNP Paribas, Société Générale, Crédit Lyonnais. La réponse fut toujours la même. Refus catégorique. Aucune de ces banques ne voulait s'associer à leur projet. Le message était clair. Une banque panafricaine indépendante? Impossible. Face à ces barrières, ils ont changé de stratégie. Citibank fut leur dernière chance. Contre toute attente, elle accepta. En moins d'1 an, grâce à son assistance technique, ils montaient leur banque. En 1985, Ecobank était né. Le siège fut installé à Lomé, non par choix personnel de John Doe, mais parce que le Togo était le seul pays prêt à leur accorder un statut fiscal offshore, un avantage décisif pour la survie de la nouvelle banque créée. Mais l'heure n'était pas au triomphalisme. Le combat commençait à peine. Convaincre les chefs d'État africains était une autre épreuve. Le scepticisme était palpable. Certains les écoutaient d'un air distrait, persuadés qu'ils échouerions.
D'autres y voyaient un outil politique pour asseoir leur pouvoir. Ils devaient jouer finement, leur montrer l'intérêt qu'ils pouvaient tirer du projet sans qu'il ne devienne un instrument entre les mains des politiciens. C'est là qu'un allié clé entra en jeu, le président Gnassingbé Eyadema. Son soutien fut immédiat et total. Il signa l'accord de siège, une aide précieuse, mais surtout, il prit son téléphone à chaque fois que John Doe et le chief Adeyemi Lawson faisaient face à des blocages dans d'autres pays. Un des obstacles majeurs arriva au Nigeria. Il avait réussi un exploit, lever près de 5 millions de dollars en moins de 6 mois, mais impossible de rapatrier cet argent vers Lomé. Les autorités nigériennes bloquaient tout transfert. Malgré les négociations, rien ne bougeait. Le temps jouait contre eux, les caisses se vidaient. Pendant ce temps, les experts de Citibank qui avaient aidé à structurer la banque commençaient à perdre patience. Les deux entrepreneurs avaient accumulé du retard dans les paiements. Un matin, ils débarquèrent dans le bureau de John Doe. Le ton montait. Soit ils étaient payés, soit ils s'en allaient. L'heure était grave. Vers qui se retourner? Eyadema, encore lui. John Doe l'appelait en urgence. Il comprit immédiatement l'enjeu. Il réagit avec force. Des délégations togolaises furent envoyées coup sur coup à Lagos. La pression monta. Lagos hésitait. Le Nigeria aurait voulu récupérer le siège d'Ecobank pour lui-même et ses lois sur le transfert des fonds étaient strictes. Le bras de fer était engagé. C'est alors qu'une alliance décisive se forma. Eyadema et Houphouët-Boigny, deux chefs d'État aux relations solides, s'unirent pour plaider la cause de la banque. Ensemble, ils agirent avec une efficacité redoutable. Finalement, ils remportèrent la bataille. Les fonds furent débloqués, l'argent arriva à Lomé, Citibank fut payé, Ecobank survivait. Mais une question restait en suspens, jusqu'où la banque allait pouvoir aller. Dans l'ombre, les résistances se faisaient les plus insidieuses. L'idée d'une banque panafricaine dérangeait et les instances de régulation bancaire, appuyées par les intérêts étrangers, soumettaient la banque à des contrôles incessants. Derrière ces pressions, une volonté à peine dissimulée, freiner, voire étouffer l'entreprise audacieuse qui menaçait les hégémonies établies. Mais le combat ne se jouait pas seulement sur le terrain financier. La régulation bancaire en Afrique de l'Ouest était particulièrement stricte et il soupçonnait que les banques françaises jouaient un rôle dans les difficultés qu'ils rencontraient. Un jour, la Banque centrale, via la commission bancaire, le convoqua pour un contrôle. Les délégués français n'étaient pas tendres avec lui. L'entretien prit rapidement l'allure d'un interrogatoire. Pourquoi ce projet? Qui sont vos soutiens? Quelles sont vos sources de financement? Vous ne pouvez pas le faire. Les Africains ne sont pas mûrs pour diriger une banque. La banque, c'est compliqué. Il faut laisser ça tomber. Derrière ces questions, une menace voilée. Abandonné avant qu'il ne soit trop tard. Il ne croyait pas en sa capacité à réussir, ou plutôt, il refusait d'admettre qu'un tel succès était possible sans leur contrôle. Mais ce n'est pas fini. Pour asseoir Ecobank, il faut des fonds solides et un soutien institutionnel. John Doe veut faire entrer la CEDEAO dans le capital. Or, les discussions s'enlisent. Les chefs d'État tergiversent. Jusqu'à ce matin où le président Houphouët-Boigny tranche d'une phrase nette et sans appel. Il faut donner 10 millions de dollars pour le capital d'Ecobank. 10 millions de dollars, c'est ce qu'Ecobank a demandé à la CEDEAO et vous n'avez jamais répondu. Alors donnez. Silence dans la salle. Le représentant de la CEDEAO, Mohamed Tal, blêmit. Peut-il seulement sortir une telle somme? Le dilemme était terrible, mais l'ordre est donné. Finalement, après une négociation, John Doe obtient 5 millions de dollars, pas les 10 espérés, mais suffisamment pour imposer la CEDEAO comme actionnaire de référence et éloigner les menaces extérieures. Kofi John Doe avait longtemps rêvé d'un monde où un entrepreneur, créeur d'emplois et de richesses, serait perçu comme un bâtisseur. Mais la réalité était brutale. Les coups les plus durs ne viennent pas toujours des adversaires étroits. Lorsqu'il fallut limoger un directeur général incompétent, ce dernier refusa de partir sans se battre. Il s'allia à des administrateurs nigérians et courut implorer le soutien du président Eyadema. Promesses, manipulations, il était prêt à tout pour conserver son poste. Eyadema, lui, avait d'autres attentes. En pleine période d'ajustement structurel, il réclamait à John Doe des milliards, toujours sous les yeux de son premier ministre. Mais ce dernier tenait bon. Sans l'accord du conseil d'administration, impossible!
Une résistance qui le plaçait dans une position délicate. C'était grâce au président Eyadema que le siège d'Ecobank avait été installé au Togo. Aujourd'hui, il devait lui dire non. Le directeur général, profitant des tensions, désigna Djondo comme l'homme qui bloquait tout. Eyadema insista pour le garder. Djondo refusa. Alors, le couperet tomba. Redressement fiscal immédiat. Ce n'était que le début de sa descente aux enfers. Il possédait une société immobilière bâtie avec audace grâce à un emprunt. Mais le pouvoir n'aime pas voir un entrepreneur prospérer sans lui devoir allégeance. Une loi anti-enrichissement illicite fut votée, visant directement ses activités. Le message était clair: obéis ou sois détruit. On le voulait en politique. On exigeait qu'il finance le parti au pouvoir. Il refusa. La sanction fut brutale. Redressement fiscal de 510 millions de francs CFA, payable en 48 heures. Une somme arbitraire absurde. Les gendarmes arrivaient, l'ordre était donné. Arrestation immédiate. Il avait tout bâti honnêtement. Pourtant, il devenait un criminel aux yeux du pouvoir. Pire encore, ses biens furent bradés à des étrangers, illustrant cette trahison économique qui gangrène l'Afrique. Une contre-expertise révéla l'absurdité de l'accusation. Au lieu de 510 millions exigés, seuls 25 millions étaient réellement dus. Une fraude orchestrée pour briser son indépendance. Il aurait pu fuir. Beaucoup l'y auraient encouragé. Mais non, il est resté. Il avait perdu une bataille, mais pas la guerre. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Nous avons rendez-vous en Côte d'Ivoire et à Dakar. L'année et moi, nous avons été reçus par le président Mfoué, qui a été absolument réceptif à la cause. Et effectivement, il n'a pas voulu, comme d'habitude à la sortie, que nous prenions la parole. Il a pris la parole pour nous soutenir, pour nous féliciter, que c'est la première fois qu'il rencontre des Africains qui sont venus. Avec un projet clair, sans demander de l'argent. Non, pas pour lui demander de l'argent, mais c'est venu lui montrer leur projet qui est très avancé, etc. Et qu'il invite tous ses compatriotes à soutenir ces projets. Et quand nous avons fait les répartitions au niveau du capital par pays, nous avons mis tout de suite la Côte d'Ivoire après le Nigeria. À cause de leur poids. À cause du poids et pour être juste dans les choses. Bon, nous sommes partis à Dakar et à 2 h du matin, le président Mfoué m'appelle, me réveille, m'appelle. Je ne comprenais pas, j'avais eu peur. Comment il a su que nous sommes à cet hôtel-là? Et donc, il demande de rentrer. Il m'a dit qu'il envoie son avion demain matin et qu'il veut me voir. On va déjeuner ensemble. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit, tout le reste de la nuit. J'ai eu la présence d'esprit de lui demander, je viens avec mon ami, mon collègue. Il a dit non, il vaut mieux que je vienne seul d'abord. À 6 h, j'étais à l'aéroport, nous sommes partis à 6 h 30 jusqu'à 9 h, 9 h moins le quart, 8 h 30, 9 h moins le quart, on était à Dakar. On était à Abidjan. Sa voiture était là, je m'ai emmené chez lui. J'avais très peur, qu'est-ce qu'il y a? Il s'assoit à côté de moi, il me dit voilà, il répète encore ce qu'il a dit hier, c'est un très bon projet, mais que si ce n'est pas mieux de situer ça au niveau de l'Afrique francophone. Alors là, mon cœur a failli éclater. Oui. Vous étiez dans une logique régionale. Voilà. Alors, je n'arrivais pas à réagir. Et il a vu que ça m'a donné un coup de choc.
Et il répète encore. Alors je lui ai dit que nous avons examiné tout, nous avons fait ce projet pour soutenir la CEDEAO. Là, il n'a pas pu dire quelque chose. Je ne vais pas aller voir mes amis tout de suite là-bas pour leur dire voilà ce qui m'est arrivé. Mais je me suis mis à enquêter, à chercher pour comprendre ce qui a pu se passer, ces retournements. Vous savez, lorsque il est passé à la télé pour nous soutenir après notre visite, tout ce qu'il a déclaré là, les Français qui travaillaient là-bas, ils ont tout le marché. 99%. Ils ont toutes les banques, 99%. Ils ont pris peur. Ils ont fait appel à Paris. Paris a délégué quelqu'un qui est venu le soir. Le soir même. Le soir même de notre passage. Et ils sont restés ensemble avec lui jusqu'à 1h du matin. Ils ont pour pouvoir le convaincre, tu vois. Donc, je comprends l'appel de 2h du matin. EcoBank est né de cette adversité, Aska Airline aussi. À tous les jeunes entrepreneurs, son histoire est un avertissement. Personne ne leur fera de cadeau. Ils devront combattre, même contre leurs propres frères au pouvoir. En Afrique francophone, l'entrepreneur est perçu comme un danger. Ailleurs, il est respecté. Tant que cela ne change pas, ils devront être discrets, stratégiques, prêts. L'histoire de Kofi Djondo n'est pas seulement celle d'un homme, c'est celle d'un combat. Un combat contre un système qui écrase ceux qui osent rêver trop grand. Un combat contre des élites qui voient l'entrepreneur non comme un bâtisseur, mais comme une menace. Mais Djondo a prouvé une chose, on ne tue pas une vision. Ils ont tenté de l'abattre, ils ont brisé son entreprise, pillé ses biens, voulu le réduire au silence. Mais de ses cendres, il a bâti encore plus grand. EcoBank, Askai. Son œuvre dépasse aujourd'hui les frontières. Aux jeunes entrepreneurs africains, son message est clair. Rien ne vous sera donné. Vous devrez vous battre, parfois contre l'adversité, parfois contre vos propres frères. Mais si vous tenez bon, votre succès ne sera plus seulement le vôtre, il appartiendra à tout un continent.